Alors, comment se pose cette nouvelle équation de l'efficacité pour les marques? Voilà, c'est le rendez-vous annuel de l'efficacité des marques. Comment dégager de la valeur, mais à condition, et on l'a vu précédemment, d'incarner certaines valeurs, au pluriel bien sûr. Première table ronde de la journée. Voilà, et je suis toujours accompagné de Céline Bouvier. Ça va, Céline? Ça va très bien. Très intéressante, la grande interview tout à l'heure avec Sébastien Bismuth de Don't Call Me Jennifer. Bravo. Voilà, patron de Céline. Voilà. Alors, cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Taillandier. Bonjour, bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle Taillandier, présidente directrice générale de Nestlé Purina France, en poste depuis maintenant 3 ans. Avec nous également Anaïs Lançon. Bonjour Anaïs. Bonjour. Anaïs Lançon, directrice de la communication, de l'engagement et de la marque du groupe RATP, membre du COMEX de la RATP que préside Mme Guy Louard. Nous sommes avec Fabien Solman, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Pool House. Oh, très intéressant, hein. Pool House, une entreprise de production, une toute récente boîte, à la différence de la RATP, voilà. Créée en 2017, ça a 4 ans. La particularité, c'est d'éviter la mise à mort des volailles devenues moins productives. Félicitations, vous allez nous en parler dans un instant. Et nous sommes en ligne avec Monsieur Philippe Schmid. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice, ravi d'être là. Oui, Chief Transformation Officer chez Prisma Media, l'un des partenaires justement de cet événement Samark 2021. Tiens, Isabelle Taillandier, vous êtes juste à côté de moi. Alors là, on le répète, hein, on n'a pas de masque. Tout ça, évidemment, est fait dans les critères les plus stricts, rigoureux. Voilà, on est suffisamment espacé, donc tout va bien. Bon, on est ravis de vous accueillir, Isabelle, parce qu'on n'est pas forcément habitué à parler de votre industrie, voilà, la nourriture, l'alimentation de nos animaux domestiques, les chiens, les chats. Il y en a quand même 20 millions en France, hein, je crois, des chiens et des chats à peu près. Un peu plus. Ouais, un peu plus, mais vous voyez, donc. Et sur beaucoup d'autres aspects de la crise sanitaire, eh bien justement, votre industrie, elle a mis en lumière quelque part l'importance des animaux domestiques dans notre quotidien. Et c'est vrai qu'on était tous bien contents d'avoir à nos côtés, pendant ces longues périodes de confinement, des petits animaux, des petits chats, des petits chiens. C'est vrai, ça? Tout à fait, c'est vrai. Je suis ravie d'être parmi vous pour parler d'un sujet dont on parle peu, bien que ça concerne près de 43% des Français qui ont chat ou chien, voire parfois les deux. Donc, moi, je travaille effectivement pour Nestlé Purina. Donc, on est premier intervenant sur le marché du pet food, donc aliments pour chats et chiens. Et chez Purina, nous avons la conviction depuis toujours que lorsque les hommes et les animaux vivent ensemble, la vie est meilleure. Et notre raison d'être, c'est vraiment de créer une vie meilleure pour les animaux de compagnie, ceux qui les accompagnent. Donc, c'est vraiment ce qui nous fait marcher tous les jours et ce qui nous fait aller au travail. Donc, concrètement, en fait, sur quoi ça se base? Ça se base sur des études assez approfondies qu'on a menées sur le lien entre la relation homme-animal et qui montrent l'ensemble des bienfaits de cette relation. Et en particulier, une des découvertes, c'est qu'il y a des bienfaits sur la santé mentale. Donc je rejoins effectivement là le point avec la crise qu'on vient de passer. En particulier sur l'atténuation de symptômes de dépression et d'anxiété, sur le fait de réduire la solitude. Donc par exemple, on a 91% des 18-35 ans qui reconnaissent que la présence d'un chat leur a permis de se sentir moins seuls. Que pour les personnes âgées également, ça les accompagne au quotidien. Donc là, pareil, 97% des personnes âgées ont reconnu que la présence d'un animal les a aidés non seulement dans leur, on va dire, l'aspect psychologique, mais également dans l'accompagnement pour une maladie. Donc, on peut avoir aussi des bienfaits sur le développement des enfants, notamment dans les foyers avec animaux. Les enfants de ces foyers ont 30% de chances de moins de développer des problèmes d'interaction sociale, voire des comportements violents. Donc voilà, donc il y a de nombreux bienfaits et que l'on connaît, que l'on a étudiés, que l'on a prouvé par des études. Et en 2013, on a fait une étude qui a permis d'identifier et de prioriser finalement quelles étaient les préoccupations majeures de l'ensemble des parties prenantes, des stakeholders, comme on dit, de notre écosystème pet care, donc, et incluant les consommateurs. Et de là, Purina donc, s'est engagé sur 10 engagements dans un cadre de Purina in Society. Donc des engagements sur la santé des animaux, la transparence sur nos produits, des engagements sur la communauté, comme par exemple promouvoir l'adoption responsable,
favoriser la sensibilisation à la possession responsable auprès des enfants dans les écoles, favoriser la présence des chiens sur le lieu de travail, ou bien sûr, sans oublier bien sûr des engagements environnementaux sur la planète ou sur la performance de nos emballages. Et vous avez mené, je crois, des initiatives précises autour de ces engagements. Tout à fait. Donc, on a mené des initiatives très précises. Ce sont des initiatives qui ont des objectifs chiffrés que l'on reporte tous les ans, tous les 2 ans, pardon, dans un report Purina in Society. Donc, par exemple, sur la partie approvisionnement responsable, on a pu favoriser l'approvisionnement local. Vous en parliez tout à l'heure en début de session. Par exemple, chez Purina, 82% de nos volumes vendus en France sont fabriqués dans nos usines françaises. D'accord. Et on a rajouté un dernier volet depuis 2018 sur promouvoir le bénéfice de cette relation en soutenant des associations. D'accord. Donc ça, c'est un nouveau volet qui s'articule autour d'un prix, le prix Better with Pets Prize, qui permet à des associations locales, donc dans les marchés, c'est fait au niveau européen, de pitcher pour obtenir ensuite un financement et un mentoring pour pouvoir développer leur association. Et donc, en 2020, il y avait 3 finalistes français parmi les 10 finalistes européens. J'ai eu le plaisir d'accompagner notamment une association qui utilise la médiation animale pour la réinsertion des prisonniers. Il y en a une autre qui était dans l'aide aux soins vétérinaires pour les animaux de SDF, par exemple. Voilà, donc c'est des choses concrètes, en fait, autour c'est des de ça, choses vraiment qui vraiment concrètes, des actions concrètes et renforcer, chiffrées. Tout à fait. Et alors, on parlait effectivement de cet animal domestique qui était un peu le sésame, ce qui nous permettait de sortir pendant la période du confinement. Mais je crois qu'il y avait aussi un revers de la médaille et que dans cette période, il y a eu aussi beaucoup d'abandon et que vous avez décidé de jouer un rôle particulier. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez fait dans ce contexte ? Effectivement, il y a 2 éléments de contexte. On a vu le rôle que l'animal jouait au sein du foyer et la présence qu'il pouvait avoir pour pallier à la privation de lien social. Et dans le même temps, en particulier au début du confinement, il y a eu une vague d'abandon par crainte de contagion des animaux. Donc il y a eu énormément d'articles, on a beaucoup suivi ça. On en a beaucoup moins entendu parler. Mais nous, on l'a beaucoup suivi, on l'a beaucoup vu. Et donc des abandons un peu pas réfléchis, on va dire. Et surtout, de l'autre côté, un engorgement des refuges, puisque l'adoption était stoppée. On ne pouvait plus aller adopter d'animaux. Donc en réalité, il y avait engorgement des refuges, engorgement des fourrières, et donc potentiellement euthanasie d'animaux. Donc à ce moment-là, on a immédiatement, spontanément, on a téléphoné à la SPA, qui est la plus grosse, on va dire, association de recueil. En France, il y en a d'autres, mais voilà. On leur a téléphoné, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Parce que voilà, on peut pas laisser ça comme ça. Et ils étaient eux-mêmes en train de réfléchir pour mettre en place un protocole d'adoption solidaire qui permettait de respecter les mesures barrières et de réouvrir à l'adoption. Donc on a co-financé ce protocole. Ils l'ont soumis, ça a été approuvé par le gouvernement le 6 avril. Très rapidement. Très rapidement. Et donc voilà. Et nous, parallèlement, on a fait une campagne de communication auprès des consommateurs, mettant en avant à la fois les bienfaits de la présence d'animaux dans le foyer et mettant en avant cette campagne d'adoption solidaire. Et on a pu sauver ainsi plus de 1000 animaux. Voilà. Donc c'était un beau résultat. Et par ailleurs, on a également donné aussi beaucoup de produits sous forme de repas à d'autres associations qui n'avaient plus de moyens entrant et sortant. Donc on parlait en introduction de la valeur attendue par les citoyens. Exactement. Des marques dans ce contexte précis. C'est une belle démonstration, je trouve, de ce qui s'est passé avec vous. Est-ce que vous avez, juste dernière question, hésité à vous lancer dans cette aventure parce que c'était un moment un peu de crispation sur les sujets de communication? Est-ce que vous aviez l'impression de prendre un risque ou je sens beaucoup de spontanéité dans la façon dont vous l'avez géré? Non, très honnêtement, on n'a pas réfléchi, on a été très spontané, on est allé sans hésiter, on a développé le film en 2 semaines à l'aide d'images existantes, on a convaincu l'Europe de le faire, enfin bon, voilà, et d'ailleurs ça a été utilisé dans beaucoup de pays, alors pas toujours avec un volet d'adoption, mais dans beaucoup de pays aussi avec un volet d'adoption, donc je trouve que du coup on a eu une spontanéité incroyable, et d'ailleurs les résultats post-test de la campagne montrent que le public a beaucoup apprécié le film. Ils ont très bien compris que c'était un film corporate avec un message de solidarité. Ils nous ont restitué que ça permettait pour Purina de faire la différence et qu'ils comprenaient que Purina s'engageait pour les animaux qui en avaient besoin. Donc, finalement, ils ont parfaitement décodé ce qu'on leur a dit. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une initiative vraiment très enrichissante. Génial, on va vous retrouver dans un instant. Isabelle Taillandier. Anaïs Lançon avec nous, directrice de la communication et de la marque du groupe RATP. Alors,
Comment est-ce qu'on pourrait, résumer, qualifier la RATP? Quand on pense valeur, RATP, mobilité peut-être? Fiabilité? Oui. Ah bah oui, bien sûr, absolument. J'en suis un client, je ne sais pas si on dit usager ou client pour la RATP. Ça vous définit suffisamment ces deux mots, par exemple? C'est déjà pas mal, mais ça ne nous définit pas complètement. Effectivement, la RATP, on le sait, est très présente en Île-de-France, puisque c'est le leader historique de la mobilité en Île-de-France. Mais on est une entreprise de service public. Et donc, depuis longtemps, finalement, on a mis la relation humaine au cœur de notre relation de service en dépassant notre simple mission de transporteur. Je vais vous donner deux exemples parce que je pense qu'ils nous caractérisent bien dans la mission qu'on mène en Île-de-France. Le recueil social. Le recueil social, il a été créé en 1994 et c'est une équipe de 60 personnes environ qui vient justement en appui de la situation des personnes sans abri sur le réseau. Donc c'est chaque jour, 7 jours sur 7, toute l'année, elle vient visiter environ 150 personnes pour les accompagner au quotidien, y compris vers d'autres structures. Et il faut savoir qu'on consacre avec la région Île-de-France 6 millions à cette mission chaque année. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous dans notre mission de service public. Et autre sujet qui, je pense, nous caractérise aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait sur la culture. Parce qu'à la RATP, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment s'assigner la mission d'ouvrir la culture au plus grand nombre. Il faut savoir qu'en Île-de-France, on a, hors Covid, 12 millions de voyageurs par jour. C'est impressionnant. Hein. Donc on est d'une certaine façon le plus grand musée à ciel ouvert. Et donc, fort de ça, on s'est vraiment mis en partenariat avec beaucoup d'institutions culturelles pour accentuer leur visibilité. On a aussi notre propre programmation. On fait des expositions photos plusieurs fois par an, de très grand format et très qualitatives. On a des stations culturelles. On a évidemment le fameux kiosque de Jean-Michel Othoniel, mais on a 25 stations qui proposent des œuvres d'art avec des artistes internationaux. Et puis on a deux sujets vraiment qu'on a poussés encore plus loin, qui sont la poésie. On a un grand prix poésie chaque année et il faut savoir qu'on est le plus grand prix amateur de poésie en France. Et pour vous donner une idée, on est allé jusqu'à recevoir 10 000 poèmes. C'est pas rien, 10 000 personnes qui prennent leurs plumes et qui nous envoient leurs poèmes de toute la France d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose une grande fierté de se dire qu'on est un acteur qui contribue à faire lire et partager de la poésie partout sur le réseau. Et le dernier sujet, c'est la musique, qui nous tient aussi beaucoup à cœur. On a 2 castings par an pour les musiciens du métro. On accrédite 300 musiciens par an. Donc vraiment des musiciens pareils, avec une exigence qualitative. Et d'ailleurs, ils le vivent vraiment comme un tremplin. C'est un casting qui est réputé. Parce qu'après, on a des liens avec les festivals, avec Solidaise, avec tous les festivals. Donc voilà, c'est ces actions, je pense, qui nous caractérisent en plus, je dirais, de notre mission fondamentale, évidemment, de la mobilité. Oui, qui enrichissent à la fois l'expérience des usagers, oui, mais aussi votre relation à eux. Quand on parle absolument de plus de 10 000 contributions, c'est aussi un dialogue direct finalement qui s'établit directement avec vous. Alors, c'est vrai qu'on connaît bien la RATP en Île-de-France. Ce qu'on sait moins, c'est que vous avez aussi une empreinte internationale avec la marque RATP, que la valeur, c'est aussi au service du B2B. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, je vous parlais de la RATP en Île-de-France que tout le monde connaît, mais en effet, ce qu'on sait moins, c'est que la RATP est un groupe, et c'est même un très gros groupe, puisque c'est le 4e acteur mondial de transport urbain. Pour vous donner une idée, on est présent dans 13 pays, on compte 64 000 collaborateurs, dont 45 000 quand même en Île-de-France, et évidemment, on est présent sur tous les modes de transport, y compris évidemment les nouvelles mobilités. Et c'est à noter aussi qu'on n'est pas qu'un acteur de mobilité, on s'est développé ces dernières années sur l'immobilier, la logistique urbaine, enfin, on veut vraiment être un acteur de la ville sur tous ces champs-là. Et évidemment, ce qui nous anime, c'est de garder nos valeurs, que ce soit en B2C comme en B2B, donc voilà, de les faire partager à toutes nos expertises. C'est bien de voir le logo RATP quand on est dans un métro à l'étranger, je pense au métro d'Alger. Oui, alors évidemment, voilà. On opère en marque blanche sur les réseaux. Pour vous donner une idée, à Londres, on opère une grande partie des bus londoniens, donc les fameux bus rouges, et vous pourrez voir un petit logo groupe RATP. Ah oui, super. Pouvoir dire que
Donc, non, écoutez, merci. Je trouve que c'est toujours intéressant de donner ce panorama beaucoup plus large. Il y a un autre événement, on parle beaucoup de Paris 2024 et on pense souvent aux Jeux Olympiques. Là, en l'occurrence, c'est l'ouverture à la concurrence. Est-ce que vous pouvez nous parler des implications que ça va avoir sur votre façon d'opérer ? Oui, alors effectivement, 2024, énorme chantier pour nous, puisque c'est l'ouverture à la concurrence du réseau historique, et on commence par les bus. Ça veut dire concrètement que là où les entreprises aujourd'hui privées ont besoin d'affirmer plus fortement leur responsabilité sociétale, nous, on est un peu à la croisée des chemins, parce que ce qu'on se dit, c'est qu'on doit être plus performant. On veut même être l'entreprise de services publics performante de référence. C'est vraiment une grosse ambition. Mais pour autant, il ne faut pas qu'on perde nos valeurs de services publics qui vraiment sont vécues très très fortement au sein du groupe. Et donc on a mené cette année une démarche autour de notre raison d'être qui était vraiment une démarche très tournée vers l'interne, parce que à ce moment un peu charnière de notre histoire, on s'est posé la question de se dire voilà, qu'est-ce qui nous unit d'un bout à l'autre du groupe quand on travaille à Casablanca ou à Londres ou à Paris, qu'est-ce qui fait qu'on a finalement cet ADN commun, et puis qu'est-ce qu'on veut être demain. Donc c'est un travail qui a très bien fonctionné, je dois dire, puisqu'on a eu 7000 participations, beaucoup d'ateliers, 138 000 contributions, et ça nous a conduit à nous affirmer et à vraiment se dire notre rôle demain, c'est de s'engager tous les jours pour une meilleure qualité de ville. Voilà, je place ma raison d'être comme ça en même temps. Vous êtes allé voir sur le T9 comment ça fonctionnait depuis une semaine? Parce que le T9, c'est la première ouverture à la concurrence. Vous savez, ça nous fait un petit peu. On va pas, voilà, ça nous fait un petit peu mal. Mais non, écoutez, Keolis, c'est un très bon opérateur et voilà, et c'est la vie de la concurrence. Vous avez envoyé vos agents secrets voir un peu ce qui se passait? Non, je rigole. Non, mais on regarde évidemment. Ouais, bien sûr. Mais la concurrence, c'est aussi ça, c'est de regarder évidemment ce que font les autres et puis. Formidable. Bien sûr. Voilà. On parle de 140 000 contributions de collaborateurs. Je trouve que ça souligne à nouveau une dimension importante qu'on a pu évoquer ce matin, c'est l'importance de l'interne dans la raison d'être et le fait qu'en partant de ce socle-là, souvent les valeurs ont beaucoup plus de chances d'émerger et d'être en cohérence avec ce qu'on fait à l'extérieur. Donc je trouve que c'est particulièrement impressionnant. Il ne faut pas faire que du proclamatif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, la raison d'être, elle a du sens si elle est vécue et que si c'est vraiment un ressenti profond des salariés. Mais ça, je crois qu'on partage évidemment tous cette idée-là. C'est une vraie mobilisation. Je trouve que c'est bien à la RATP aussi, quand on parle de valeurs, la parité. Voilà, présidente, qui est une femme, Madame Guillouard. La nouvelle patronne du métro est une femme depuis le début de l'année, je crois. C'est parité au COMEX? Et vous êtes membre du COMEX également. Voilà, donc voilà, c'est à une époque où il y a des renouvellements à la tête de grandes entreprises qui ne sont pas forcément féminins. Quand on est directrice de la communication, c'est moins original d'être une femme. En revanche, effectivement, PDG, directrice de l'innovation, directrice des RATP Dev, présidente des RATP Dev. Bon, voilà, on a c'est bien. Femmes à des postes absolument clés. Merci beaucoup Anaïs, on va revenir avec vous tout à l'heure. Fabien, on est ravis de vous accueillir également et effectivement on est très séduits par la très belle idée de création de Pool House. Alors pour la petite histoire, moi j'ai trouvé vraiment touchant le fait que vous aviez été personnellement sensible quand vous avez découvert que les poules en fait étaient tuées au bout de 18 mois parce que leur rythme, leur productivité n'était plus suffisante, donc on les remplaçait par des plus jeunes et puis vous vous êtes dit il faut que ça change, il faut imposer une nouvelle norme. Et vous m'avez dit que vous espériez que quelqu'un d'autre s'empare du sujet et crée cette société. Mais apparemment, le destin vous avez choisi parce que vous avez finalement décidé de prendre ce bâton de pèlerin. Et pour nous, c'est un très bel exemple en fait, d'une entreprise qui combine valeur au singulier et valeur au pluriel. Vous pouvez nous raconter l'histoire de Pool House ? Pool House, effectivement, nos valeurs, elles sont dans notre promesse, puisque l'œuf qui ne tue pas la poule, on invente un mode de production dans lequel les poules ne vont plus à l'abattoir, les poussins mâles ne sont plus broyés à la naissance. On fait arriver un nouveau mode de production en faisant le pari de mettre le vrai prix. Donc on informe le consommateur d'un problème et on lui dit, pour le résoudre, ce n'est pas le même prix. Et il y a eu beaucoup de scepticisme quand on a démarré, parce que les distributeurs nous disaient c'est pas possible de vendre des œufs au double du prix normal. Et là, si, c'est possible. 3 ans plus tard, la preuve est faite. On est présent dans toutes les enseignes. Enfin, il nous en manque encore une, mais on y arrivera. Avis aux amateurs.
En fait, l'ambition du projet s'est étendue. On a envie de créer ce mode de production comme étant un futur standard qui viendra définitivement s'inscrire parmi les standards de l'œuf. Il y a 4 façons de produire des œufs avant que Pool House existe, et on voudrait créer le 5e mode de production. C'est formidable, et on en parlait tout à l'heure, notamment je crois que c'était Gaël Lefloc donc de Kantar. On oppose souvent intention et comportement, sans parler des enjeux de pouvoir d'achat. Et pourtant, vous, Fabien, vous nous dites quoi? Vous nous dites que vous avez la preuve qu'une demande durable existe bien pour vos produits. Est-ce qu'on n'est pas quand même un tout petit peu sur une niche? C'est le discours qui est tenu toujours à l'innovation. Cette semaine, une semaine particulière, parce qu'on a l'annonce par le groupe April de la mise en vente de Matine. Oui. Matine, le leader de l'œuf, est mis en vente. Leader de l'œuf qui faisait essentiellement de l'œuf en cage et qui a subi au fil des ans un désamour des consommateurs, une érosion. Les distributeurs ont embrayé le pas, les associations également. Et il faut revenir en arrière. Dans les années 80, quand apparaît l'œuf plein air, personne n'y croit. On tient le même discours. C'est une niche, ça ira nulle part. C'est pas comme ça qu'on fait des œufs. Il faut mettre les poules en cage. Et là, on se retrouve au moment où, finalement, on a déjà plus de 50% des œufs qui sont produits en plein air. Et avec cette annonce, ça va s'accélérer. Et le plein air va devenir la nouvelle norme. Donc, c'est quand même important. Aujourd'hui, voilà, moi je pense qu'on a des consommateurs qui nous ont découverts, qui ont switché, qui sont devenus des consommateurs exclusifs, qui n'achètent que nos œufs. Et chez ces consommateurs, on va trouver des personnes qui sont dans les grandes villes, etc. Mais on va être surpris de trouver aussi parfois des étudiants qui sont tenus par des convictions, qui ont par définition pas beaucoup d'argent. Voilà, exactement. Contraintes de pouvoir d'achat. Des très petits budgets, mais qui nous disent, voilà, je fais des arbitrages, je ne mange plus de viande, bref, et je veux manger des œufs produits de cette façon-là. Donc c'est très important, je pense, dans la période actuelle, de voir que c'est le consommateur qui est quand même un peu le driver de ce type de changement. Ils veulent comprendre ce qu'il y a dans leur assiette, ils veulent comprendre comment ça a été produit à chaque étape, par les personnes qui l'ont produit, par les transports qui ont été faits, et par, effectivement, dans le cas de protéines animales, la façon dont les animaux ont été traités à ce moment-là. Donc nous, on invente ce mode de production. Après, on utilise tous les outils du marketing. On n'a pas de problème avec ça. On a fait une campagne dans le métro, on a fait une campagne télé. On vous invite à aller voir le film de Pool House qui est magnifique. C'est super. On a reçu 2 prix EFI, un prix stratégie. Enfin, on est ravis. Donc voilà, on est une entreprise qui cherche à faire de la pédagogie, parce que le consommateur au départ n'est pas informé que les poules sont abattues ou que les poussins sont broyés. Donc il faut l'informer et lui expliquer qu'il y a une nouvelle façon de faire qui existe et qui est disponible en magasin. Et alors, quels sont vos prochains défis ? Là, depuis 3 ans, ça a été une course justement pour aller dans le retail, présenter nos œufs en coquille partout. Le nouvel enjeu qu'on se donne, c'est en tant que mode de production, du coup, d'aller dans l'ensemble du marché de l'œuf et donc d'aller en B2B proposer nos produits, en nouveaux produits, aux industriels qui utilisent de l'œuf. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les marques sont confrontées, on en parle depuis ce matin, à des changements dans leur façon de s'adresser aux consommateurs, dans la façon d'intégrer des valeurs, mais de prouver ce qu'ils font. Quelque part, utiliser des œufs plein air, ça va bientôt plus être différenciant puisque ça devient la norme. Utiliser des œufs Pool House dans un produit, ça devient une façon de dire au consommateur « j'ai vu ce qui se passe, j'ai vu vers où ça va et en tant que marque, j'y vais ». Et du coup, c'est un peu un message qu'on peut passer à l'audience. Je suis sûre qu'il y a des marques agroalimentaires qui nous écoutent. C'est une opportunité, voilà. Il y a une opportunité qu'on apporte. Collaborer. Et je pense que c'est un sens aussi que des entreprises comme la nôtre, on parlait de C'est qui le patron avant, etc., qui ont travaillé un sujet, qui ont la confiance des consommateurs, la confiance des associations, puissent collaborer avec des grandes marques qui doivent évoluer avec leur temps. Et on est là pour ça. Et ça a vraiment du sens. Et le seul réseau de distribution qui ne vous veut pas, vous pensez que vous allez le convaincre là aujourd'hui? Là, il doit nous regarder nécessairement. J'espère effectivement, je ne vais pas faire de name dropping, mais non, surtout pas d'ailleurs. J'espère effectivement qu'on sera dans tous les réseaux de distribution très vite. Et la suite pour nous, ça va être de se déployer y compris à l'international.
parce que c'est un projet qui concerne la vie des animaux. Et il n'y a pas qu'en France que c'est un sujet. Bon, on va vous retrouver dans un instant, Fabien Solman. Fabien. On n'oublie pas, je ne vous oublie pas, mon cher Philippe Schmitt qui est avec nous. Philippe, dites-moi, en quoi Prisma applique cette recette, valeur singulier, valeur au pluriel, à ses propres actions, quelque part, vers ses publics? Dans quelle mesure Prisma Media peut aider les marques sur tous les sujets qu'on a abordés, Philippe? Oui, Fabrice. Alors, avant de vous répondre sur Prisma spécifiquement, laissez-moi partager avec vous une conviction qui se confirme en plus avoir écouté les différentes interventions ce matin. C'est la suivante. Voyons depuis quelques années et au plus tard depuis 2020 que le filtre ultime par lequel les différents publics d'une organisation, d'une marque, voire d'un gouvernement vous jugent et votre capacité et votre sincérité de créer et de contribuer à un futur désirable. Et puisque parfois on n'a pas tous les mêmes futurs, au moins c'est des futurs désirables. Et puis que ce soit des collaborateurs, des consommateurs ou des citoyens même, vous serez jugés par ce filtre en fonction de votre capacité à prouver votre sincérité et aussi, comme disait Hervé Navelou, il y a une petite rupture de faisceau. On va retrouver Philippe Schmitt dans un instant. Le temps de rétablir la liaison, justement. Voilà, il est à distance, bien entendu. Peut-être que question, je vais poser à chacun et chacune, puisque vous avez écouté Isabelle, vous avez écouté Anaïs, Fabien, et vice-versa, etc. Quand on écoute tout de suite Fabien, là, il y a quelques instants, justement, est-ce qu'on a l'impression que le rapport de force, quelque part, s'est inversé des consommateurs, au profit des consommateurs, versus les marques? Voilà, on voit la pression des consommateurs, les marques contraintes de s'adapter. Vous parliez de Matine, quelque part. On voit comment la réglementation change, en ce qui concerne, par exemple, le secteur agricole. Quelque part, le broyage des poussins, ça ne s'est pas fait automatiquement. À un moment, il y a une pression du consommateur. Voilà, on va retrouver Philippe dans un instant. Je répondre un petit tour de table rapide avant qu'on retrouve Philippe Schmitt. Isabelle Taillandier, Purina. Les consommateurs, notamment sur la partie environnementale aujourd'hui, et avec les adoptions de lois du gouvernement, mettent énormément de pression, j'ai envie de dire, sur les fabricants, sur cette partie-là, et c'est un de nos plus gros défis. Nous, chez Purina, on a une taille, une ampleur qui permet d'avoir un vrai impact sur la planète, en positif comme en négatif, donc on y travaille beaucoup, notamment avec l'agriculture régénératrice, par exemple. Anaïs Lançon, la RATP. À vous entendre, moi je trouve que ça rend très optimiste sur le fait qu'effectivement on peut distinguer prix et responsabilité et être prêt. Vous donniez l'exemple des étudiants qui est très parlant, mais il y a encore, à mon avis, un peu de chemin. Moi je le vois sur la mobilité, c'est-à-dire qu'il y a quand même une très grande exigence, et c'est normal, du service, du prix, et que tout ça fait que par ailleurs on n'a pas forcément toujours les marges pour faire le reste. Donc il y a une logique économique quand même. Fabien, le rapport de force s'est inversé clairement? Je pense qu'en tout cas, le consommateur est mieux informé aujourd'hui. Il a accès via les réseaux sociaux, Internet, à beaucoup d'informations. Et les marques maintenant interagissent de plus en plus. Ce que disait tout à l'heure Hervé Navelou dans son préambule, tout à l'heure. Il le faut nécessairement. Et les personnes téléchargent des applis comme Yoka, se renseignent, approfondissent et donc vont aller voir les vieilles marques, entre guillemets, historiques, et leur dire qu'est-ce que vous faites sur ce sujet. Et ça peut être le bien-être animal, ça peut être le zéro déchet, ça peut être des tas de sujets qui leur tiennent à cœur. Et les marques doivent apporter des éléments de rassurance et de preuve. Preuves, en fait. Moins d'histoire, peut-être, et plus de preuves. Les engagements. Philippe Schmitt, mais qui a pu vous en vouloir au point de couper la ligne entre le studio de l'Elyséum et là où vous vous trouvez? Ah oui, il y a une petite coupure. Allez-y, reprenez s'il vous plaît, Philippe. Oui, tout à fait. On parlait du pouvoir du choix. Un pouvoir qui est bien plus puissant que le pouvoir d'achat, parce qu'effectivement, c'est que les preuves qui comptent. Et en fait, un consommateur, il va vous juger en fait à travers la cohérence entre les actes et les paroles. C'est grâce à ça que vous allez avoir son respect au moins. Et même s'il ne partage peut-être pas vos valeurs, mais au moins il y a du respect. Et puis après, c'est aussi la qualité de vos valeurs. Est-ce que vous vous distinguez à travers vos valeurs? Et c'est grâce à cela aussi que se crée un lien de confiance, voire les gens vont s'engager, vont donner pour vous. Et donc c'est pour ça que c'est très important de rendre explicite et transparent vos valeurs et ensuite agir en fonction de vos valeurs. Alors si par exemple ça se passe mal, comme regardons les polémiques la semaine dernière autour des restaurants de luxe clandestins à Paris, c'est dommage parce que quelques pommes pourries, en fait, à travers ce travers,
remettent en question en fait tous les efforts qui étaient faits par les restaurateurs et tous les efforts par les citoyens. Donc, il est très important aussi d'appliquer vos valeurs en interne en fait à vos collaborateurs parce que ça donne un logiciel comportemental où les gens, avec cette grille décisionnelle, seront capables en fait de prendre les bonnes décisions avec une vélocité aujourd'hui en fait qui demande de marcher et surtout quand votre organisation est grande, les valeurs et de faire preuve en fait des actions en fonction des valeurs devient absolument indispensable en fait pour préserver la création de la valeur. Et puis en fait plus précisément chez Prisma Media, plus concrètement, laissez-moi vous donner 3 exemples. Le premier, c'est la création d'une calculette carbone à la régie qu'on met à disposition pour tous nos partenaires médias pour mesurer justement à la campagne prête sur le print, sur le digital, les émissions carbone. Il s'inscrit donc dans une stratégie déjà de bilan carbone depuis 10 ans et qui permettent aussi d'assumer à notre place dans la chaîne de valeur un effet de transparence et surtout aussi d'action parce qu'en fait, pour tous les signataires du programme FAIR, nous compensons les effets d'émissions CO2 dans nos campagnes chez nous. Un deuxième exemple, c'est d'accompagner un secteur en fait, qui cherche de recréer la confiance avec les Français, qui est le secteur de l'alimentaire. Et là, pour le coup, grâce à nos valeurs aussi de faire équipe avec des partenaires régis, nous avons créé cette alliance Food Brand Trust qui a des résultats spectaculaires. Il y a plus que 20 Food Brand Trust qui étaient vendus depuis sa création, aucun Food Brand Trust annulé en 2020. Et surtout, ça recrée la confiance avec les consommateurs à travers des contextes de qualité et en même temps, ça fait vendre. Donc, ça fait aussi le lien entre le court terme et le long terme. Et pour finir, peut-être un troisième exemple sur le sujet du moment de l'e-privacy, c'est-à-dire en fait justement avec la récolte du consentement. Prisma Media a pris une décision comme très peu de groupes médias de aussi être transparent avec les Français parce que nous avons des contenus de qualité, nous avons plus que 600 journalistes payés en France avec nos impôts payés en France et en fait nous leur proposons donc d'accepter en fait avec leur consentement un deal via la publicité ou sinon un acte d'achat ou via un paywall et face au marché annonceur nous pouvons proposer 100% d'audience en fait avec un consentement et nous pensons que c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus clair que en fait justement continuer à puber des audiences qui n'étaient pas à l'aise en fait à donner leur consentement. Et donc pour peut-être finir, ce qui compte c'est le courage. Fabrice et aussi les intervenants autour de la table qui ont parlé, le courage à la fois en tant qu'entreprise de rendre explicite ces valeurs, les partager et aussi vivre à travers ce jugement. Est-ce que les actions sont en lien avec les valeurs? Et puis aussi le courage en tant que décisionnaire, consommateur. Voit aussi, c'est l'union des marques, donc vous êtes des mandataires, enfin vous êtes des donneurs d'ordre en fait, des choix de partenaires aussi de faire vos choix avec du courage et intégrer en fait justement aussi cette exigence de créer un futur désirable. Un appel à courage. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Courage, tiens, qu'est-ce que ça vous inspire les uns les autres? Tiens, Fabien, allez-y Isabelle Taillandier, Purina. C'est intéressant parce que j'ai réfléchi. Dans les initiatives, les engagements qu'on a, on a un engagement qui est favoriser la présence des chiens au travail. Parce qu'on sait qu'en fait, 38% des gens qui voient un chien au travail estiment que ça favorise l'environnement détendu. Et 25% des possesseurs de chiens qui viennent avec leur chien au travail disent que ça favorise leur équilibre bien-être personnel et vie professionnelle. C'est toujours bien perçu d'avoir. Et alors justement, c'est là où il faut du courage parce que en réalité, dans cet engagement au début, quand on a vu le truc arriver, c'était fait sur un ensemble européen, on s'est dit oula, en France, ça va être extrêmement compliqué. Et on se fait quand même rironner régulièrement, vraiment. Quoi, des chiens au travail? Et en réalité, il a vraiment fallu beaucoup de courage. D'abord, pour porter l'alliance, donc on appelle Pets at Work Alliance, et aller la publier dans les médias, en parler autour de soi, etc., pour convaincre des entreprises de rejoindre l'alliance. Donc oui, tout à fait. Donc on avait un objectif au niveau européen d'en faire 200 en 4 ans. Donc on a eu plus de 200 alliances et en France, on en a eu 23. La difficulté, et là du coup j'en profite puisque j'ai une audience large, c'est de faire rejoindre les grandes entreprises qui, j'ai envie de dire, sur la base de croyances, pensent que ça va être beaucoup trop compliqué et donc en gros ne veulent pas s'embêter avec ça. Et voilà, donc il faut le courage de persévérer et mais de mettre en place la pédagogie nécessaire. Parce qu'il faut quand même des infrastructures quand même. Voilà, mais nous on a développé tout un kit pour accompagner. On a quelqu'un qui passe du temps pour accompagner les entreprises et honnêtement, en réalité,
c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Le courage vu par Fabien, vous en avez un exemple vivant, quelque part, de défier quelque part bien les géants de l'agroalimentaire avec votre nouveau concept. Le courage, c'est la question de la prise de risque. Donc l'entrepreneuriat, c'est de la prise de risque à l'état pur. Donc on baigne dedans. Après, effectivement, on arrive à faire exister quelque chose et c'est hyper satisfaisant quand ça prospère. Au départ, on n'est pas très fiers. C'est à peu près la même chose quand on arrive avec son PowerPoint, on va garder des poules en vie jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à leur retraite. C'est pas simple. Donc il faut accepter, si on est convaincu par ses valeurs, par ce qu'on porte, de se jeter à l'eau. Et je pense que c'est possible aussi, parce que j'ai vécu dans des groupes corporate avant, c'est possible de faire des projets ambitieux en interne de grands groupes. Et c'est possible pour des marques aussi de collaborer avec des acteurs tels que nous et des jeunes acteurs engagés. Il faut trouver des premiers ambassadeurs en fait, Exactement. sur ces initiatives-là qui entraînent le mouvement. Anaïs Lançon, vu de la RATP, le courage, qu'est-ce que ça vous inspire? Pas que vu de la RATP, je pense qu'effectivement le courage, il va tous nous en falloir dans ce monde. Mais c'est vrai que si je reviens à l'exemple de la raison d'être, le courage, c'est pas de se doter d'une raison d'être. Le courage, c'est de faire des arbitrages après en ligne avec sa raison d'être. Et c'est là où on va voir parmi toutes les raisons d'être ceux qui la tiennent, parce qu'il y a un courage économique très clairement à avoir. Vos prochains défis, quels sont-ils? Quel est votre plus gros défi à venir dans les prochains mois, justement? Puisque tout à l'heure, on entendait Jean-Luc Chétry qui avait plein de projets pour 2021 au nom de l'Union des marques. C'est quoi vos gros défis? Tour de table, et puis après, je pense qu'on se dira au revoir. Isabelle. Le plus gros défi pour nous, donc j'en parlais, c'est un défi environnemental, en particulier sur la performance des emballages. On a l'objectif, l'ambition, et on y arrivera, d'ici 2025, d'avoir 100% de nos emballages recyclables ou réutilisables. C'est extrêmement compliqué dans notre industrie, puisque un packaging est là, pas juste pour polluer la planète, mais pour protéger, transporter le produit. Et donc à des fonctions, on va dire, techniques, et en particulier dans le pet food, voilà, on est sur des emballages qui sont multicouches pour pouvoir préserver les qualités du produit organoleptique et empêcher également, on va dire, les petites bêtes de venir, parce que c'est extrêmement appétant, hein, le pet food aussi pour les petites bêtes. Et donc voilà, donc l'emballage a une fonction, on va dire, très importante, et passer à des emballages recyclables, c'est compliqué. Donc on commence, là on a un premier pilote sur des sachets fraîcheurs, on en parlait tout à l'heure, qui sont monocouches et donc du coup qui pourront être recyclables. Mais voilà, ça se teste parce que voilà, il y a tout un chemin à avoir. Donc c'est notre plus gros défi, c'est d'arriver à tenir cet objectif de 100% d'emballage recyclable ou réutilisable. Merci, c'est important. Des défis pleins. Bon, je vous parlais d'ouverture à la concurrence, qui est évidemment le gros défi pour nous, mais on a aussi des défis RSE très importants. On a pris des engagements très importants pour réduire les gaz à effet de serre, et notamment en Île-de-France, où on est en train de convertir l'ensemble de nos centres-bus en flotte électrique au biogaz. Donc c'est vraiment, ça va être absolument exemplaire dans le monde d'arriver à faire ça. Mais je crois que le défi qu'on a tous, c'est d'arriver à se faire entendre. Parce qu'on a beaucoup d'engagements, on a tous envie de les partager, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'informations et un peu de saturation d'informations. Et donc il y a un défi de la communication. Difficile à impacter auprès des audiences, c'est ça vos... En fait, si je vous donne un exemple, j'ai le temps rapidement, mais une minute. Vous voyez par exemple au dernier confinement, évidemment, tout de suite ont été saluées les fonctions indispensables, donc les métiers sanitaires évidemment, mais aussi tous ceux qui faisaient le ramassage des ordures, qui travaillaient dans les supermarchés, et les transports finalement avaient été un peu oubliés, alors qu'on est une fonction essentielle, et sans transport, entre guillemets, vous n'avez pas les autres fonctions essentielles. Vous avez transporté les personnels soignants, justement. Alors on a créé des lignes dédiées au personnel soignant. Vraiment big applause, c'est formidable ce que vous avez fait. Et on l'a fait avec notre autorité organisatrice évidemment, mais je veux dire, c'était vraiment une démarche très volontaire et effectivement de mobilisation intense. Et on s'est rendu compte que tout d'un coup, on ne comptait pas parmi les fonctions auxquelles on pensait spontanément, parce qu'on n'était pas fortement visible. Donc on a dû beaucoup communiquer, faire des campagnes, et hop, on est remonté, et au final, on était satisfait, mais y compris vraiment pour nos personnels, qui soient reconnus comme aussi des héros de ce moment. Et l'histoire nous a donné raison, puisque cet effort a été reconnu, mais on voit la difficulté aussi de cette reconnaissance, de le faire savoir. De la même façon, les industriels qui fabriquaient avaient besoin à la fois d'ouvriers dans les usines pour fabriquer
et de transport. de Donc, oui. et nous, on l'a énormément mis en avant en interne, justement pour saluer ces personnes. Allez, le mot de la fin, ça sera vous, Fabien, sur les défis à venir. Nous, notre défi d'ensemble, c'est d'arriver à faire que ce mode de production existe, soit reconnu en tant que tel, soit labellisé, pourquoi pas reconnu par la réglementation. Et donc, on a plusieurs défis en chemin, c'est-à-dire que arriver à se développer effectivement en B2B, arriver à s'internationaliser, sont des éléments qui viennent au service de cette vision qui était celle qu'on avait au départ, qui était de dire on peut créer un nouveau mode de production qui s'installe durablement et qui trouve sa place. Voilà, merci à tous les quatre. Merci. Merci. Philippe Schmitt, merci, à très bientôt. Bonne journée, mon cher Philippe, donc Chief Transformation Officer chez Prisma Media. Et puis merci à ceux et celles qui sont venus ici. Isabelle Taillandier, PDG de Nestlé Purina France. Anaïs Lançon, directrice de la communication, de l'engagement et de la marque du groupe RATP. Et puis longue vie évidemment à Pool House, créé par Fabien Sohlmann, donc entreprise de production d'œufs bio créée en 2017. Voilà, justement pour éviter de tuer ces malheureuses petites poules parce qu'à un moment elles ne pondent plus suffisamment d'œufs. Merci Céline, on vous retrouvera tout à l'heure dans un instant avec une autre.